9h21, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là, les amis, de débuter votre journée avec nous autres. Toujours un plaisir de vous savoir très présent sur texto, entre autres, au 418-971-1021. C'est 19 degrés sur Québec, quelques nuages, c'est ce qu'on a présentement. Selon Environnement Canada, selon Météo Média, on nous mentionne que cet après-midi, on aurait une alternance de soleil et nuages. Donc voilà, on va espérer voir un peu de soleil. Maximum de 25, indice humidex de 33 possible aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, minimum de 15 degrés. Demain mardi, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un max de 25, humidex de 30. On a le plaisir de recevoir en studio Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, bon matin. Bon matin. Il se passe beaucoup de choses actuellement en politique fédérale, politique provinciale aussi. En ce qui vous touche, c'est plus la politique fédérale. Des grosses négociations actuellement au gouvernement, entre notre gouvernement et le gouvernement américain. La date butoir pour ce qui est des négociations de l'OCM, c'est le 19 août. On nous dit que chaque heure compte. On espère que ça se règle dans les prochaines heures. Là, certains nous disent que ça va se régler avant le 19. D'autres disent ça va se régler le 19 pile. Il y a des négociateurs. Il y a Jamieson Greer qui est là, qui est le représentant américain. Du côté du Canada, on a Dominique Leblanc qui est dans les négociations. Et ce qu'on nous mentionne, c'est qu'on va régler une question assez cruciale aussi. C'est les droits de douane dissectoriels qui affectent depuis des mois les secteurs de l'aluminium, de l'acier, du bois d'œuvre et de l'automobile. Et si ce n'est pas réglé, on pourrait devoir appliquer, après le 19, des droits de douane de 50 % que la Maison-Blanche menace d'imposer, et ce, dès mercredi. On va espérer que ça se règle. Absolument. Il faut que ça se règle et ça devait être réglé depuis l'année passée. C'est la raison pour laquelle les Canadiens ont mis Mark Carney au pouvoir. Là, c'est de pouvoir faire face au grand orange de l'autre côté. Eh oui, et M. Carney, souvenons-nous, en campagne électorale l'année passée, disait « Je suis le seul qui peut régler ça ». Puis après ça, après l'élection, on a dit « Je vais régler les tarifs avec Donald Trump au 21 juillet 2025, pas 2026, 2025 ». Mais ce qu'on a eu depuis ce temps-là, c'est les tarifs qui ont été doublés. Aluminium, acier, on est rendu à 35 % pour le bois d'œuvre. Et là, maintenant, les autres menaces qui se rajoutent. Et le pire dans tout ça, je vous dirais, c'est les concessions. Le Canada ne fait que des concessions depuis le début. On n'a jamais eu de gain, aucun gain. À un moment donné, quand tu fais une négociation, tu es supposé avoir un win-win. Hein? Tu en donnes une partie, tu en reçois de l'autre côté. Mais là, du côté canadien, on a juste donné. Taxe sur les géants numériques qui a été abandonnée, et on a dit que c'est le gouvernement canadien. Ça me fait toujours rire quand on dit que c'est le gouvernement qui va casquer. Là. C'est les contribuables canadiens qui vont casquer cette taxe-là. Entre autres. Et ce qui a marqué, je pense, l'imaginaire cet été aussi, ça n'a rien à voir avec les négociations, mais c'est le pont Gordéor. Le pont Gordéor, un pont qu'on a mis, qui a été négocié en 2012 par Stephen Harper. On a payé, les contribuables canadiens, on a payé 6,4 milliards pour le bâtir. On devait récolter les revenus de passage pour se rembourser. À 100%. À 100%. Et par la suite, diviser 50-50 avec les Américains. Mais là, c'est passé de quoi? On n'a pas encore le détail de l'entente parce que les libéraux ne veulent pas le montrer. Mais on commence dès maintenant à séparer 50-50. Donc, on ne s'est même pas remboursé et on doit donner la moitié des revenus aux Américains. Et en plus, l'argent est géré par les Américains. Fait que ça, c'est encore des concessions. Mais est-ce que dans l'entente, les Américains vont devoir payer une portion du pont? Non, pas du tout. Parce que eux autres, ils font juste bénéficier des 50 % des revenus sans avoir mis une scène dedans. Mais ça, c'est votre information. Parce que c'est ce qu'on sait. C'est l'entente qui a été faite en 2012, qui est publique, qui est sur le site du gouvernement du Canada. Mais la renégociation de l'entente qui a été mise en place, ça, on a demandé à des comités de faire l'étude là-dessus. Les libéraux ont bloqué ça. Donc, cet été, ils vont être prêts à retourner à Ottawa pour avoir une étude pour creuser cette entente-là. Dans le monde idéal, c'est que les Américains acceptent de payer la moitié du pont. Là. Oui, ou bien qu'ils nous laissent ramasser le 6,4 milliards avec les revenus. Après ça, on fera comme on avait prévu, on fera 50-50. Parce que la première information qui était sortie, c'était ça. C'était qu'on ramassait notre dû, puis après ça, on partageait 50-50. On paye en premier, puis après ça, on partage 50. Exactement. Ça aurait de l'allure. C'est ce qui était entendu, c'est ce que Stephen Harper avait entendu avec les Américains, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec les négociations de l'ACM. C'est vraiment complètement d'autres choses. Mais Donald Trump a mis son nez là-dedans. Mark Carney a dit oui. Puis encore une fois, concession.
Okay. De votre côté, qu'est-ce que vous savez concernant ces négociations-là? Est-ce que ça va bien jusqu'à maintenant? Ce qu'on nous a dit, c'est que les négociateurs canadiens semblaient pas très heureux de la réponse des Américains. Est-ce que vous avez entendu ça de votre côté aussi? Bon, on a à peu près la même information que vous avez de la part, parce que l'information qu'on a, c'est ce qui nous est rapporté par Dominique Leblanc lorsqu'il sort de meeting. Il va dire, bon, ben ça va bien, ça va moins bien. On n'a pas le fin fond de l'histoire. On entend parler les gens qui font partie du conseil de négociation. Il y a des gens qui sont là-dessus qui rapportent un peu d'informations, mais c'est assez sommaire. Il reste que ce qu'on voit de notre côté, du côté conservateur, c'est qu'encore une fois, les concessions qui ont été faites, mais surtout, nous, ce qu'on ramène, c'est qu'il n'y a pas... On n'utilise pas les leviers. Le Canada a des leviers de négociation et on s'en sert pas et on ne comprend pas pourquoi Mark Carney ne veut pas. Exemple, les minéraux critiques. Le Canada pourrait se positionner fortement en disant, OK, les Américains, là, vous avez besoin de plusieurs des minéraux critiques que le Canada a pour construire vos avions de chasse, construire les différents équipements de défense que vous avez besoin. Ben écoutez bien, si vous continuez à faire de la pression et à nous mettre des tarifs, on cesse de vous fournir en minéraux critiques. Pourquoi qu'on dit pas, on prend pas une posture de force comme ça qui ferait en sorte que les Américains diraient, ouais, OK, là, vous détenez quelque chose qu'on a vraiment besoin. Puis c'est un levier fort pour le Canada, mais on n'entend rien là-dessus. Donc ça, c'est ce qui est le plus inquiétant du côté conservateur, c'est de voir que les libéraux sont toujours plus en position de soumission. Non, puis c'est surtout les propriétaires d'entreprises à travers le Canada qui sont de bons exportateurs. Eux dépendent de ce qui se passe là actuellement, de ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a un stress immense. Juste au Québec, c'est plus de 100 000 emplois qui sont c'est énorme. Qui seraient visés. J'ai fait une tournée économique au mois de juin avec mon collègue Jason Groslo, député de Beauce, puis de mes collègues ontariennes. On a fait le tour de 5 régions du Québec, puis c'était assez clair. Les entreprises qui ont déjà un pied à terre aux États-Unis s'en sortaient un peu en finançant, en gardant leurs employés ici au Canada, en prenant l'argent qu'ils avaient ou en l'empruntant, puis ils faisaient des affaires plus du côté américain, donc c'est au désavantage du pays. Et les autres entreprises qui n'ont pas de pied à terre aux États-Unis, il y en a plusieurs qui disaient, dans les prochains mois, s'il n'y a pas de changement, je vais être obligé de fermer. Puis vraiment, on en a vu des entreprises dans le meuble, entre autres, mais il y a d'autres entreprises aussi qui sont reliées à l'acier ou l'aluminium qui pensent fermer. On a-tu un problème à conserver l'unité canadienne? Parce que je regarde ici au Québec, le bois d'œuvre est très touché, le secteur automobile en Ontario, l'Alberta craint pour le pétrole. C'est difficile, il y a la gestion de l'offre aussi au Québec. C'est difficile d'être capable de garder cette unité-là, puis ce courant-là, savoir où on va faire des concessions, ça va frapper plus une province qu'une autre? Ben, c'est évident que le fait d'être dans un régime d'une fédération avec les 10 provinces et les territoires, on a des réalités différentes. Donc, l'Ontario va travailler pour l'Ontario, le secteur automobile en priorité. Chez nous, on Québec a l'aluminium, le bois, la forêt, la gestion de l'offre. Donc, c'est bien entendu. Et là, on le voit avec l'alcool, par exemple. Les provinces comme le Québec, on dit on bannit l'alcool américain. Oui. Mais d'autres provinces, on dit, comme la Saskatchewan et l'Alberta, je crois, ont remis sur les tablettes l'alcool américain. Donc, tu n'as pas d'entente là-dessus. Si le fédéral dit qu'il faut remettre l'alcool sur nos tablettes pour faire une autre concession aux Américains, ben, les provinces peuvent dire, ben non, il n'y en a pas question. Puis là, ça nous rend faibles. Hein? Ben, ça devient... Non, c'est sûr que c'est un jeu très complexe, ces négociations-là, compte tenu de la réalité du pays. Mais il reste que, comme je disais tantôt, on a des leviers. Je parlais de minéraux critiques, mais tout ce qui est l'aspect des ressources naturelles, on a des choses qu'on peut se servir chez nous pour avoir une position de force face aux Américains. Il faut être un petit peu coquille. Puis là, on n'a pas joué ce jeu-là. On a joué le bon Canadien, gentil, puis à chaque fois, tu vois Dominique Leblanc qui sort, ouais, on a des bonnes conversations. Mais on peut être coquille un petit peu. Et je pense que M. Carney a joué le jeu de l'horloge, d'attendre. Pour les élections de mi-mandat. Ben, tout le monde nous parle de ça. On veut un taco. Là. Les fédérations veulent un taco. Oui, que Trump chicken out, là, quelque chose c'est ça. Trump always chicken out. C'est ça. Fait qu'on a ce jeu-là, mais à un moment donné, c'est parce qu'on a beau dire ça. Oui, c'est vrai que Trump a souvent reculé, mais il reste qu'aujourd'hui, on a quand même eu nos tarifs qui ont été doublés sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre a été triplé. On a la gestion de l'offre qui est dans l'équation actuellement. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il a beau avoir reculé, il a quand même gagné sur tous les niveaux et le Canada a juste fait des concessions. Parfait. On est en studio avec Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Parlant du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, lui, juge que le gouvernement fédéral devrait accorder aux Canadiens
Au moins 10 mois supplémentaires d'allègement à la pompe. Les libéraux qui avaient suspendu la taxe fédérale sur les carburants en avril dernier, c'était en réponse à la fameuse guerre qui est menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et à la hausse des prix. Puis à l'époque, McCartney avait annoncé que cette mesure resterait en vigueur jusqu'à la fête du travail. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 7 septembre prochain. Ça s'en vient à grands pas. C'est une initiative qui permettait de réduire le prix de l'essence de 10 cents par litre. Puis pour ce qui est du diesel, c'était autour de 4 cents par litre. Là, ce que je vois, c'est que le Parti conservateur demande explicitement à Mark Carney de garder cette réduction-là de 10 cents du litre. Et heureusement, les pétrolières ils l'ont pas fait disparaître, ce fameux 10 cents-là. Fait que c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Il faut se souvenir qu'en avril, lorsque M. Carney a accepté la demande des conservateurs, a enlevé la taxe d'assises, ce qui fait qu'on a 10 cents de moins actuellement sur le litre. La mesure a 2 volets. Le volet numéro 1, c'est premièrement, nous on demande de maintenir la baisse, l'annulation de la taxe, aller jusqu'au 1er juillet l'an prochain, et en plus d'enlever les autres taxes. Là. On a la taxe sur les carburants et la TPS. Donc, si on enlève l'ensemble des taxes, on parle de 25 sous du litre. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, c'est pas tant par plein, on calcule, ça peut donner jusqu'à 1 000 $ par année, mais ce qu'il faut calculer, c'est l'impact que ça a sur l'ensemble de la vie économique. Parce que les camionneurs, le fuel d'un camion, le transport, donc le transport de la nourriture, des matériaux pour la construction, chaque fois que vous voyez une vanne de 45 pieds, combien vous pensez que ça coûte remplir ça? Donc, à chaque fois que les entreprises de camionnage mettent du fuel, bien, ils rechargent la facture à qui? Aux consommateurs. Donc, oui, il y a notre voiture personnelle, mais au-delà de ça, il y a tout le transport aussi qui est impacté par les taxes. Et c'est pour ça qu'on demande d'annuler cette taxe-là jusqu'à l'année prochaine pour donner un break aux citoyens et aux industries. All right, l'entente avec Churchill Falls, est-ce que je me trompe? Puis, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression que, en fait, ce qu'on a su à travers les branches, c'est que Mark Carney aurait aidé la province de Québec. Puis, qui mène actuellement dans la province de Québec, c'est la Coalition Avenir Québec et Christine Fréchette. On a l'impression que Carney a choisi Christine Fréchette plutôt que de choisir Paul Saint-Pierre Plamondon ou encore Charles Milliard. Est-ce que c'est cette impression-là que vous avez aussi? Là, je ne suis pas ici d'une position d'analyse politique. Là. Si j'étais en position d'analyse, je pourrais vous dire que peut-être que oui, mais honnêtement, mais de mon côté, ici, comme député fédéral conservateur, ce que je peux vous dire dans ce dossier-là, c'est que, je pense, puis sans avoir vu l'entente finale, que l'entente est bonne, mais à la base, de notre côté, nous, ce qu'on voulait, c'est que Québec et Terre-Neuve s'entendent pour avoir une entente qui est profitable pour tout le monde. Le Québec a besoin d'énergie supplémentaire, c'est clair. Terre-Neuve sont prêts à construire un nouveau 40 barrage. 40 de plus, 40 c'est bon. Parce que vous savez, les centres de données, tout ça, l'électrification, ça demande du jus, comme on dit. Non, mais c'est une république de bananes. Il fait moins 20, moins 25, puis tu as Hydro-Québec qui dit « Hey, pouvez-vous baisser le chauffage? Pouvez-vous partez pas vos lave-vaisselle. Votre lave-vaisselle, partir votre lave-vaisselle à minuit le soir. » Dans nos maisons, M. Paulus, c'est pas si pire, là, partir le lave-vaisselle à minuit, puis une brassée de lavage à minuit. Il y a juste nous autres que ça peut déranger. Mais imaginez-vous, là, dans des immeubles, là, dans des vieux immeubles qui ont été bâtis quasiment en carton, à quel point ça peut être le Capharnaüm là-dedans. Là. Ce qu'on va regarder aujourd'hui avec l'annonce, c'est premièrement, comme je vous dis, les deux provinces devaient s'entendre. Qu'est-ce que Mark Carney a fait là-dedans? Quels sont les crédits fédéraux qui interviennent? On verra. Mais à la fin, si l'entente est bonne pour les deux provinces, je pense que c'est bon pour tout le monde. Mark Carney se promène beaucoup, très peu souvent au Canada. Souvent, il y a des ententes qui sont conclues dans le monde avec une entreprise, Brookfield. J'ai entendu parler de ce style d'entreprise-là. Puis après ça, quelques jours plus tard, il y a Mark Carney qui arrive avec son avion. Es-tu souvent au Canada? Puis est-ce qu'il doit être plus présent, selon vous? Il est souvent en voyage, effectivement, fait le tour du monde. Il y en a qui vont dire que c'est extraordinaire parce qu'il va aller faire des ententes partout. Mais ce qu'on voit actuellement, les ententes, il n'y a rien de concret. Il y a des protocoles d'entente ou des souhaits, mais on n'a pas vraiment rien dans les faits qui sont déterminants pour le Canada. Pour ce qui est de Brookfield, je dois être très prudent. Il y en a même qui m'ont dit « Parle jamais de Brookfield, tu vas avoir une action par la tête. » Puis ils sont tellement puissants que tu peux... mais il reste que... À la Chambre des communes, on a le droit de dire ce qu'on veut. En dehors de là, il faut être prudent. Mais il reste qu'effectivement, quand on regarde Brookfield, ils sont toujours présents quelques jours avant la présence du premier ministre. Ouais. Donc, en Arabie Saoudite, par exemple, Brookfield était présent 3 jours avant. Donc, est-ce que cette entreprise-là fait les démarches pour M. Carney? Je ne le sais pas honnêtement. C'est l'Advance Team. Advance Team, oui, c'est ça. On dirait que c'est Brookfield qui gère la destinée du gouvernement actuellement. OK. Vous avez passé un bel été?
Pas si pire. Ouais. On a géré une partielle. On est dans une partielle à Là, Chicoutimi. vous n'avez pas été en vacances? Non, j'aurais aimé prendre un peu de vacances, mais ça n'a pas donné parce que M. Carney nous a déclenché une élection partielle à Chicoutimi-Le-Fjord. Ouais. Et comme lieutenant du Québec, c'est moi qui s'occupe de ça avec l'équipe. Donc, on a fait quelques allers-retours à Chicoutimi, puis on a laissé faire les vacances. T'es écœuré des partiels, moi, fédéral comme provincial. Là, je suis tanné de ça. Au provincial, c'est entre 700 000 800 000 pour une partielle. Au fédéral, on est à 2 millions en moyenne par partielle. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Des gens qui s'engagent pour 4... Puis on s'entend quand c'est pour des questions de santé, questions de mortalité. Ouais. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le fait que, écoute, la personne n'est plus là ou elle ne peut plus travailler. Fait que c'est normal qu'on la remplace. Mais, tu sais, des gens qui changent de siège, des gens qui décident, finalement, pour des raisons familiales, moi, je décide qu'après 2 ans, c'est fini, c'est terminé. Caroline, c'est toujours bien nous autres qui payent le 2 millions de dollars. Là. Chaque fois qu'il y en a un qui décide que c'est pas ce qu'il pensait puis qu'il doit s'en aller, y a-tu moyen, cette année, à la Chambre des communes, de parler de ça, des partiels? Y aurait-tu une autre façon de faire? Mettre un comté sous tutelle? Ou encore, quand on met un comté sous tutelle, on ne joue pas du tout avec la démocratie, là, comme les libéraux l'ont fait dans les derniers mois. Là. Mais la tutelle ferait quoi? Ben, je sais pas. Moi, ce serait le député libéral le plus proche qui prendrait le comté libéral. Ouais. Ce serait le député conservateur le plus proche qui prendrait le comté conservateur. Il y a deux volets. C'est parce que quand un député s'en va puis qu'il décide, je démissionne pour X raisons, là, tu plus de bureau de comté. Fait que les citoyens, les 115, 120 000 citoyens de ta circonscription ne seront plus représentés. Mais le staff peut rester en place. Ben non, parce que le staff va avec le député. Donc, après 2 semaines, tout le monde ferme. On ferme le bureau. Il y a moyen de changer ça, M. Paulus. Mais effectivement, qu'un bureau voisin pourrait prendre la relève, il y a des moyens de faire. Puis, de toute façon, on le fait déjà ici à Québec. Souvent, j'ai des gens de d'autres comtés qui viennent me voir parce qu'ils disent, j'appelle le député de mon comté, il ne me répond pas, je vais voir. On se débrouille avec ça. Là. Mais il reste que pour avoir couvert la politique provinciale, là, moi, c'était plus dans le secteur de la Beauce puis de l'Estrie. Bien souvent, c'était le conseiller politique du député de la place qui se déplaçait pour faire une conférence de presse pour annoncer des investissements quand le député ne pouvait pas être là. Il y avait un empêchement. C'est la même chose au fédéral. Oui, bien ça arrive que les employés nous représentent. C'est souvent les employés qui s'occupent aussi de recevoir les citoyens pour régler les problèmes. Mais il reste que quand tu n'es plus député, tu n'as plus d'employés non plus. Tout ferme. Donc, c'est un problème. Mais il reste que il y a d'autres comtés à côté où les bureaux de députés des autres comtés peuvent servir les gens qui sont vraiment dans le trouble. Mais 2 millions à chaque fois qu'il y en a un qui change d'idée, ça n'a pas de Christie de bon sens. Fait que moi, je donnerais des pénalités aux députés. Vous n'allez pas m'aimer. Puis je donnerais des pénalités aussi aux partis politiques qui l'ont embauché. Il y a 2 élections dans le Colombie-Britannique actuellement, là, des anciens ministres, des députés libéraux, que M. Carney a dit, je vais vous nommer ambassadeur. Fait que là, les deux, là, allez-vous-en, je vous nomme ambassadeur. 4 millions. Fait que là, on fait 2 élections pour remettre 2 nouveaux libéraux à leur place, puis ça a coûté 4 millions. C'est non-zile. Ça a été un plaisir, M. Paulus. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Là. Partez-vous à la Chambre des communes aujourd'hui? Non, la Chambre des communes aura commencé à mi-septembre. Alors, ça va à Chicoutimi cette semaine. Bon voyage. Salut. Merci beaucoup. Faites combien de kilométrage par année? Je sais pas, j'ai pas compté, mais mon auto est rendu à plus de 250 000 km. Let's go. Merci, M. Paulus. Salut. Merci. Mathias Turcotte, les news maintenant.